Tous les personnages de Jujutsu Kaisen ont subi d'énormes traumatismes depuis l'arc Shibuya. Le scellement de Gojo Satoru, la mort de Nanami, la disparition de Nobara et plein d'autres atrocités plus traumatisantes les unes que les autres. Mais alors que certains personnages sont en pleine souffrance, Kenjaku vit sa meilleure life. Kenjaku se fend la poire devant le fait de sacrifier des centaines de milliers d'individus et de provoquer, très certainement, la destruction d'un pays tout entier. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Désolé, ma voix est un peu claquée aujourd'hui, mais c'est parce que je suis malade, donc c'était soit ça, soit pas de vidéo cette semaine. Donc on va faire avec. Aujourd'hui, nous allons parler du psychopathe, du grand Manitou, derrière l'histoire entière de Jujutsu Kaisen. Kenjaku est l'antagoniste principal du manga qui ne cesse de nous impressionner, chapitre après chapitre, par son cynisme. Déjà qu'apprendre qu'il est le géniteur de Yuji, c'était un truc de fou. Dans les derniers chapitres, nous apprenons son réel objectif qui fait de lui un personnage complètement ravagé. C'est au chapitre 203 que nous est enfin dévoilé l'objectif derrière le plan que Kenjaku a mis en place depuis littéralement un millénaire. Dans cette vidéo, je vais développer plusieurs points concernant Kenjaku pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du personnage. Kenjaku a non seulement orchestré l'existence et la naissance de plusieurs personnages que nous adorons, mais il a surtout mis en place un plan afin de détruire la société d'exorcistes à tous les niveaux. Il est passé à la phase 2 de la traque mortelle et son plan semble se dérouler exactement comme il l'avait prévu. Dans les derniers chapitres, Kenjaku s'attaque maintenant directement à Tengen pour lancer la phase finale de son plan. Ah oui, aussi Tengen est une femme en fait. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais analyser les derniers chapitres dans le but d'expliquer les tenants et les aboutissants derrière le plan de Kenjaku. Nous allons analyser ce personnage qui marque clairement l'histoire de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude la team, bon j'ai trop la flemme de le dire cette fois-ci, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, soyez des bons, la vidéo. C'est au chapitre 145 que la véritable identité de Kenjaku nous est dévoilée. Kenjaku est un exorciste millénaire poursuivant l'objectif de faire évoluer l'humanité via l'énergie occulte. Grâce à un sort qui lui permet de transplanter son cerveau dans différents corps, Kenjaku a usé de différentes identités et a traversé les siècles en habitant plusieurs enveloppes charnelles. Parmi les personnages qu'il a possédés, on peut citer Norito Shikamo, Geto Suguru ou encore la mère de Yuji. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Actuellement, comme vous le savez, Kenjaku possède le corps de Geto Suguru. Au chapitre 136, Kenjaku nous présente son plan pour la première fois. Il souhaite que les fléaux et l'énergie occulte soient poussés à leur paroxysme afin que l'âge d'or de l'exorcisme refasse surface. Kenjaku veut optimiser l'énergie occulte au maximum. Il voit les exorcistes, les fléaux et les non-exorcistes comme des potentiels en termes d'énergie occulte qui n'attendent que d'évoluer. Kenjaku explique à Yuki qu'il doit y avoir plus concernant le potentiel occulte. Il souhaite créer quelque chose qui dépasse son propre potentiel, pousser l'énergie occulte à un stade jamais connu auparavant. Kenjaku avait tenté d'atteindre ce potentiel inconnu avec les embryons maudits, mais ils sont d'après lui un échec. Désormais, Kenjaku pense trouver sa réponse dans un chaos que lui-même ne pourrait contrôler. Et ce chaos s'incarne par la traque mortelle et tous les événements que nous avons rencontrés depuis le début de l'histoire de Jujutsu Kaisen. En effet, vous avez bien entendu, tous les événements. La résurrection du roi des fléaux Sukuna, la naissance de Yuji Itadori ou encore le scellement de Gojo Satoru, tous ces événements font partie du plan de Kenjaku pour créer le chaos. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Le plan de Kenjaku ne date vraiment pas d'hier. Déjà, concernant la traque mortelle, Kenjaku a pactisé avec des exorcistes, des maîtres des fléaux et des fléaux extrêmement puissants depuis plus d'un millénaire. Pour créer le chaos, Kenjaku a méthodiquement choisi des combattants extrêmement puissants tels que Kashimo pour permettre un réel déploiement de l'énergie occulte. Kenjaku n'appartient visiblement à aucun camp, car alors qu'on pensait qu'il était l'allié de Sukuna, il a quand même également pactisé avec de nombreux exorcistes qui souhaitent la mort du roi des fléaux.
Donc Kenjaku est vraiment là juste pour la Hagra, il a pas de camp. Mais bon, nous reviendrons sur le lien entre Kenjaku et Sukuna plus tard dans la vidéo. Le chapitre 200 révèle le plan que Kenjaku complotait également avec les gouvernements corrompus du monde entier. Le monde entier va prendre part à la traque mortelle et ces nouveaux acteurs ne vont pas être du côté de nos héros. Le plan de Kenjaku concernant les pays du monde entier a démarré le 18 février 2018, avant même l'incident Shibuya et avant même que Yuji n'ait consommé le doigt de Sukuna. Kenjaku s'est rendu à l'autre bout du monde pour informer le gouvernement américain de ce qu'est l'énergie occulte. Kenjaku a expliqué 7 choses que seuls les Japonais possédaient. Il a débarqué à la Maison Blanche pour montrer au président américain des vidéos sur Gojo Satoru et les exorcistes du Japon. En exposant Gojo Satoru, on comprend que Kenjaku souhaite que les États-Unis et les autres pays du monde entier capturent les exorcistes en tant que bêtes de laboratoire. Plus précisément, il décrit les exorcistes comme une source d'énergie inépuisable. Il savait que présenter une source d'énergie aux États-Unis, c'était un peu comme présenter un bout de viande à Luffy. Pour le gouvernement américain, c'est une réelle aubaine. L'énergie occulte, quand on y pense, est une source d'énergie inépuisable directement créée à partir des humains. Des exorcistes tels que Gojo Satoru, qui ne sont jamais à court d'énergie occulte, pourraient littéralement alimenter un pays entier en énergie. Pour rappeler que Gege Akutami est un crack, je vais vous montrer que cette idée ne sort pas de nulle part. Un foreshadowing lors de l'épisode 6 nous induisait déjà que l'énergie occulte pourrait être utilisée comme une source d'énergie. Gojo compare l'énergie occulte à l'énergie électrique pour que Yuji comprenne son fonctionnement plus facilement. C'est fou de se dire que ce parallèle de la saison 1 devient aujourd'hui une cause de guerre. Dites-vous que Kenjaku avait préparé son plan depuis si longtemps qu'il faisait déjà des déplacements professionnels avant même que la traque mortelle n'ait commencé. Visiblement, le plan de Kenjaku s'est déroulé comme prévu car Yuji a mangé le doigt de Sukuna et Gojo a été scellé. Kenjaku, pour atteindre le chaos ultime, souhaite provoquer un scénario tuer ou être tué. Ces derniers chapitres marquent un tournant pour Jujutsu Kaisen qui dépeint désormais un monde de plus en plus réaliste. Akutami s'inspire réellement du monde actuel pour écrire son histoire. Au chapitre 136, Kenjaku présentait déjà cette idée. Yuki expliquait que le Japon a réellement le monopole sur l'énergie occulte. Il n'y a que les humains présents au Japon qui peuvent optimiser l'énergie occulte et devenir des exorcistes. Cela signifie que si les pays étrangers font la guerre au Japon, l'énergie du pays atteindra des sommets à cause des énergies négatives qui découleront de la guerre. C'est exactement ce que Kenjaku souhaite. Il souhaite provoquer ce chaos. Kenjaku explique qu'il ne souhaite pas un monde en paix, ce qui montre davantage la menace énorme qu'il incarne pour l'humanité. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, Gojo Satoru incarnait une balance dans le monde de l'occulte. Maintenant qu'il est scellé, la balance est complètement chamboulée, laissant le champ libre à Kenjaku. Au chapitre 200, l'ange annonce que plus de 800 participants à la traque mortelle viennent d'intégrer les colonies. Ils viennent tous du monde entier. C'est fou parce qu'il ne reste que 5 jours avant la fin de la traque mortelle, une grande guerre est vraiment sur le point d'éclater, une réelle battle royale, et c'est exactement ce que cherche Kenjaku. Cette guerre va complètement chambouler la balance du monde de l'occulte. On peut seulement imaginer combien de personnages vont perdre la vie pendant cet affrontement. Et combien d'entre eux seront nos personnages favoris. Pour bien comprendre les derniers chapitres, revenons un peu sur l'arc passé de Gojo Satoru. Dans cet arc, Gojo a perdu pour la première fois de sa vie face à Toji Zenin, et il a échoué à la protection du corps stellaire Riko Amanai. Riko Amanai devait fusionner avec Tengen pour l'empêcher d'évoluer. Si vous avez oublié qui est Tengen, je vous fais un rappel très rapide. Tengen est un exorciste... Ah non, merde. Tengen est une exorciste immortelle qui est un pilier du monde de l'occulte. Toutes les barrières magiques reposent sur elle, y compris celle qui protège l'école d'exorcisme de Tokyo. Ainsi, Tengen est immortel, mais cette immortalité a bel et bien un prix. Lorsque Tengen vieillit, son corps évolue. Cette évolution peut mener Tengen à devenir quelque chose qui s'apparente davantage à un fléau plutôt qu'à un être humain. Par conséquent, son évolution est un phénomène très dangereux car Tengen ne ferait plus qu'un avec la planète et elle perdrait ainsi sa personnalité, son humanité. Pour empêcher ce scénario catastrophe, Tengen doit fusionner avec ce qu'on appelle le corps stellaire tous les 500 ans pour empêcher son évolution. Le corps stellaire est un être humain qui est compatible avec Tengen. Seulement il y a 12 ans, Tengen n'a pas pu fusionner avec Riko à cause de l'échec de Gojo et Geto. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça car Gojo et Geto souhaitaient en réalité permettre à Riko de vivre sa vie. Pour eux, cette jeune fille n'avait pas à se sacrifier. En effet, lorsque le corps stellaire fusionne avec Tengen, c'est comme s'il mourait. Mais bon, dans tous les cas, ce dilemme moral a été interrompu par l'intervention de Toji Zenin.
Après cet événement, nous n'avons eu aucune information à propos de ce qui est arrivé à Tengen. Ce n'est qu'au chapitre 145 qu'on apprend que le pire scénario possible avait commencé à se réaliser. La conscience de Tengen ne fait désormais plus qu'un avec le monde, et sa rationalité ne tient désormais qu'à sa technique de barrière. Cela fait de Tengen la cible parfaite de la manipulation des fléaux de Geto. Et cette technique est désormais entre les mains de Kenjaku. Kenjaku souhaite optimiser l'énergie occulte. Même si Kenjaku avait expliqué son objectif au chapitre 136, nous n'avions eu aucune information à propos de ses motivations. Mais le chapitre 202 nous fait réellement comprendre que Kenjaku est un pur psychopathe prêt à sacrifier une centaine de millions de personnes juste dans le but de voir ce qui se passerait. Kenjaku a préparé la traque mortelle depuis des siècles juste dans le but de se distraire. Il trouve le chaos fascinant. C'est un être curieux et fasciné. Dans le chapitre 202, Kenjaku et Shozo ont une conversation où celui-ci explique davantage son plan. On savait déjà que Kenjaku cherchait l'évolution, mais il précise que son objectif est de mettre la main sur Tengen et de la forcer à fusionner avec la population du Japon qui n'est pas exorciste. Cette fusion transformera toute la population japonaise en exorciste. Mais ce n'est qu'une étape et pas vraiment l'objectif final de Kenjaku. Kenjaku veut savoir s'il y a une forme de l'énergie occulte qui pourrait naître de cette fusion. Cette situation est rendue possible car désormais Tengen est plus proche d'un fléau que d'un humain. Si Tengen évolue et fusionne avec la population japonaise, elle deviendra comme un fléau alimenté par l'énergie occulte d'une centaine de millions d'exorcistes. Et si Kenjaku réussissait à extraire cette énergie occulte grâce à la technique de Geto Suguru, Uzumaki, Kenjaku se sent comme un enfant devant une toile blanche. Ses outils et ses couleurs sont l'énergie occulte. Il souhaite créer un chaos jamais connu qui pourrait détruire le monde. Kenjaku, par son intelligence et son anticipation, me fait beaucoup penser à Aizen dans Bleach, mais il me fait aussi penser à Orochimaru par sa curiosité et son côté un peu savant fou. Pour moi, c'est un peu un mixte des deux personnages, ce qui crée un antagoniste très intéressant. Kenjaku souhaite désormais découvrir ce fléau surpuissant. Tous les personnages dansent dans ses mains, y compris les gouvernements du monde entier. Mais est-ce que Kenjaku est donc le mastermind final de Jujutsu Kaisen? En effet, il y a un autre antagoniste dans le manga qui n'est autre que le roi des fléaux en personne. Comme on le sait, Akutami présente Sukuna comme l'honoré des cieux. Sukuna estime être le roi du monde et souhaite que personne ne puisse le surpasser. Je suis prêt à parier que Sukuna a probablement son propre plan qui court-circuitera Kenjaku dans sa quête de pouvoir. Comme il le dit à Uraume au chapitre 117, ne néglige pas les préparatifs. Cette phrase risque de prendre un tournant complètement différent lorsque Sukuna trahira Kenjaku. Uraume est désormais le bras droit de Kenjaku, ce qui le place d'autant plus dans la parfaite position pour mettre en place le plan de Sukuna. Je sens vraiment qu'un plot twist va arriver en T-Max. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé encore pour ma voix. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Kenjaku atteindra son objectif. Je vous dis à dans 2 semaines parce qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain parce que je suis en plein déménagement, du coup j'aurai pas le temps de faire du montage. La prochaine vidéo sera sur Aki dans Chainsaw Man, j'ai hâte que vous la découvriez. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.